Vous souhaitez apprendre à installer Hyper-V sur Windows Server 2025, vous souhaitez savoir comment faire des machines virtuelles avec un Windows Server, ou vous souhaitez simplement trouver une alternative à VMware en profitant de l'hyperviseur intégré dans vos licences Windows Server, je vais vous présenter ici comment installer la fonctionnalité Hyper-V pour faire des machines virtuelles avec Windows Server. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais donc vous présenter les fonctionnalités de virtualisation intégrées à Windows Server. Alors, je vais vous expliquer comment installer cette fonctionnalité et comment faire votre première machine virtuelle avec Hyper-V. On verra dans un premier temps comment faire l'installation, puis ensuite comment faire le paramétrage pour avoir un fonctionnement optimal de cet hyperviseur. Alors la première étape déjà, c'est d'avoir un Windows Server installé. Je pars du principe que vous avez déjà installé votre Windows Server et donc là on est à l'arrivée simplement après l'installation du Windows Server, et la seule chose que j'ai faite moi hors vidéo, c'est le renommer pour ne pas avoir le nom par défaut, ce qui sera plus simple pour la suite, et déjà fait les dernières mises à jour. Donc là je suis à jour à date d'aujourd'hui. Alors comment ça va se passer? Hyper-V, c'est un rôle de Windows Server. Donc la première des choses à faire, c'est de faire juste ici l'ajout des rôles et des fonctionnalités dans Gérer dans le gestionnaire de serveurs. On va faire suivant et on va faire une installation basée sur un rôle juste ici. On va sélectionner notre serveur de destination, et dans la liste on va retrouver Hyper-V juste ici. On nous propose d'ajouter les consoles de gestion d'Hyper-V, ce que je vous conseille de faire, sinon vous ne pourrez pas manager votre hyperviseur. Et ensuite on va cliquer sur suivant. On n'a pas de fonctionnalité complémentaire à ajouter, on va simplement faire suivant. Et là on va nous donner un certain nombre d'informations que l'on peut ignorer pour le moment. Et voilà. Là on arrive au premier paramétrage que nous propose Hyper-V. La première des choses que nous propose Hyper-V, c'est de créer ce qu'on appelle un commutateur virtuel avec notre carte réseau. Alors, un commutateur virtuel, comprenez switch virtuel, c'est simplement ce qui va nous permettre de transformer la carte réseau de notre serveur ou de notre ordinateur, si vous installez Hyper-V sur notre ordinateur, en un switch qui permet de répartir la connexion réseau sur les différentes machines virtuelles. Moi, je ne vais pas le faire ici. Je préférerais le faire tout à l'heure, comme ça je vais pouvoir vous montrer les différentes options qui existent sur les commutateurs virtuels, et vous pourrez faire ce qui est le plus adapté à votre cas à vous. On va faire suivant. Ensuite, ici, on va pouvoir configurer les migrations dynamiques d'ordinateurs. Donc cette fonctionnalité, on en parlera plus tard quand je vous parlerai de cluster. Donc pour le moment, vous pouvez simplement l'ignorer. Ce sera dans une prochaine vidéo qu'on en parlera. Et ensuite, Hyper-V va nous demander deux chemins. Et c'est là où je vais vous demander d'être très vigilant. C'est très important ici déjà pour avoir un serveur Hyper-V propre de définir des chemins où on peut retrouver facilement les configurations et les disques durs virtuels de nos ordinateurs virtuels. Un ordinateur virtuel sur Hyper-V, il est composé de deux grandes parties, on va dire. Le disque virtuel, ce qu'on appelle le VHDX, donc Virtual Hard Disk Extensible chez Hyper-V. Donc c'est là où on va avoir toutes les données de la machine. Et les fichiers de configuration. C'est là où on va avoir un fichier XML qui reprend les différentes configurations de la machine, et notamment sa mémoire ou ses points de contrôle. On le verra tout à l'heure. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà de dédier un premier répertoire pour vos VHD, donc pour vos disques virtuels. Moi, j'ai carrément créé une partition dédiée, ce qui est une bonne pratique. En général, on essaie de créer une partition vraiment dédiée à nos machines virtuelles. Comme ça, on fait quelque chose de scindé. On a le système sur une partition, la partie hypervision sur une autre. Donc je vais, dans la partition dédiée, créer un nouveau dossier que je vais simplement appeler Hyper-V. Et à l'intérieur, je vais créer un nouveau dossier que j'appelle VHD. Et je vais prendre ce premier dossier pour mes disques durs virtuels. Comme ça, je sais qu'ils seront tous ici. Donc VHD Virtual Hard Disk, disque dur virtuel. Et après, on voit que par défaut, Hyper-V nous propose de mettre les fichiers de configuration dans ces programmes data Microsoft Windows Hyper-V, ce qui n'est pas forcément un chemin très facile pour les retrouver. Et en plus, on le verra quand on est amené peut-être à faire des migrations ou des déplacements de VM, ça peut être bien d'avoir un endroit où ce chemin-là est plus accessible. Et encore une fois, dans l'idée, bonne pratique, on essaie de scinder la partie système et la partie hypervision. Je vais simplement reprendre le dossier que j'ai créé tout à l'heure, le E Hyper-V, et cette fois je vais créer un nouveau dossier dedans que je vais appeler Virtual Machine. Et c'est là-dedans où je mettrai du coup tous les paramétrages de mes machines virtuelles. On va faire suivant. Et ensuite, on peut cocher la case redémarrer automatiquement si on est d'accord que le serveur redémarre automatiquement, mais là on va le faire, on est en labo, et on va cliquer sur installer, comme ça, à la fin de l'installation, le serveur va redémarrer et il sera Hyper-V. Attention, pour que ça fonctionne, il faut que la virtualisation soit activée dans l'UEFI, le BIOS du coup de votre serveur ou de votre poste si vous faites ça sur un PC. Et si vous faites ça dans une machine virtuelle,
parce qu'on peut très bien faire de la virtualisation imbriquée, de la nested virtualization. Il faut penser à, sur l'hyperviseur hôte, là où vous avez créé cette machine virtuelle où vous faites le test, activer les fonctionnalités de virtualisation. Et voilà, après un redémarrage, on voit ici que l'installation a réussi sur mon serveur. On peut donc faire fermer et on va pouvoir aller rechercher la console Hyper-V pour continuer le paramétrage. Donc là, juste ici, dans rechercher, vous pouvez taper Hyper-V et vous avez gestionnaire Hyper-V qui apparaît. Et nous voilà avec la console Hyper-V. Moi je vais tout de suite l'épingler à la barre des tâches parce que c'est un serveur Hyper-V, ça permettra de retrouver facilement la console. Et ici on peut donc retrouver le serveur avec Hyper-V. Comment ça fonctionne Hyper-V? On a au milieu les différentes machines virtuelles avec des infos sur les points de contrôle associés à ces machines virtuelles et en dessous des détails associés à la machine virtuelle. Alors nous on va déjà faire le paramétrage initial de notre serveur en commençant par le réseau. Je vous le disais tout à l'heure, on nous a proposé automatiquement de créer un commutateur virtuel, mais je préfère le faire manuellement, donc juste ici dans le gestionnaire de commutateur virtuel pour pouvoir faire tout de suite ce qui m'intéresse et ce qui est adapté à ma situation. Alors on va cliquer sur gestionnaire de commutateur virtuel et on va en faire deux. En général j'en fais deux. Le premier c'est un commutateur externe. Le commutateur externe c'est quelque chose qui va pouvoir nous donner le lien entre nos machines virtuelles et notre carte réseau. Je vous donne l'exemple, voilà, vous avez votre carte réseau qui est branchée par exemple sur un réseau où vous avez internet, ou vous avez votre box si vous êtes en labo, ou si vous êtes en entreprise, ça va être la carte réseau qui va être dédiée peut-être à un VLAN particulier, ça va être le premier commutateur virtuel qu'on va faire. Donc externe, ça veut dire qu'on donne accès aussi bien au réseau externe à la machine que aux machines virtuelles. Donc toutes les machines virtuelles qui seront branchées sur ce commutateur, elles auront accès au réseau externe. Elles pourront ressortir et accéder à votre switch et donc se comporter finalement comme des machines tout à fait classiques. Donc moi ce commutateur, le premier que je vais créer, je vais l'appeler One parce que c'est avec celui-là que je vais donner accès à Internet. Voilà, je vais le lier du coup moi de mon côté à mon réseau. Je suis en labo donc à mon réseau box. Simplement je sais que quand je mets sur le commutateur One, je me branche directement à ma box et ma machine à Internet. Donc c'est un réseau externe, on peut choisir dans la liste les cartes réseau qu'on a pour créer le commutateur virtuel. Vous pouvez voir ici que moi c'est déjà un Hyper-V Network Adaptateur parce qu'en fait je vous fais la vidéo dans une machine virtuelle qui est déjà virtualisée dans Hyper-V. Vous aurez ici le nom de votre carte réseau. Si vous en avez plusieurs, pensez à bien sélectionner la bonne carte réseau. Et après, on peut décider de laisser cette carte réseau utilisable par mon système hôte, par mon serveur, c'est-à-dire qu'elle va être partagée entre mes VM et mon système hôte, ou alors la dédier à mes machines virtuelles. Bon, la bonne pratique, c'est de la dédier aux machines virtuelles. Quand on en a plusieurs, on va faire une carte réseau dédiée aux machines virtuelles, à ce moment-là on décoche ça, et une autre carte réseau dédiée au management de mon serveur, donc vraiment à la connexion à mon serveur. Bon, encore une fois, là je suis en labo, je n'ai qu'une seule carte réseau. Si je décoche cette case-là, mon serveur n'aura plus de réseau parce qu'il va prendre sa carte réseau et la dédiée à ses machines virtuelles, il n'en aura plus du tout. Si vous êtes en labo, je vous conseille de faire ça aussi. Si vous êtes en prod, vous prenez une carte réseau pour vos VM et une carte réseau que vous dédiez à la gestion de votre Hyper-V. Donc là, on va valider et on va créer ainsi notre premier commutateur virtuel. Attention, quand on fait cette manip, ça coupe le réseau légèrement parce qu'il faut transformer la carte réseau. Si vous êtes en prod, vous pouvez du coup couper l'accès Internet de vos VM existantes, si toutefois vous en avez déjà. Et ensuite, je vais faire un deuxième commutateur virtuel, cette fois un interne. Interne, qu'est-ce que c'est? C'est un commutateur virtuel qui permet de communiquer entre les machines virtuelles et mon hôte, ma machine physique. Donc celui-là, il est très utile en labo parce qu'il va permettre d'avoir un réseau limité, un réseau contenu où on sait qu'il n'y a que notre machine à nous et nos VM qui peuvent parler entre elles. Ça permet de faire des tests, on sait que ça ne sort pas du réseau comme ça. Et même pour ceux qui font du labo complet, si vous avez qu'un seul hyperviseur, l'avantage d'un commutateur interne, c'est que vous pouvez très bien le dédier à vos VM et avoir par exemple un pare-feu qui fait le lien entre votre réseau local et votre réseau de machines virtuelles. Et à titre informatif, sachez que vous avez aussi le commutateur privé, où là on exclut l'ordinateur physique. Donc si vous voulez vraiment quelque chose de tout à fait restreint, où il n'y a que vos VM qui peuvent parler, ce sera un commutateur privé. Donc privé, c'est que les VM, interne, c'est les VM et votre hôte, là où vous installez Hyper-V, et externe, c'est VM, hôte et switch. Donc là, on a accès à tout. Donc pour le deuxième, moi je vais faire
un interne que je vais appeler LAN, et comme ça je sais que j'aurai un commutateur virtuel pour mes VM qui est exploitable depuis mon Hyper-V si je veux faire des tests, et bien sûr entre mes VM que je vais avoir sur cet hyperviseur. Donc ces commutateurs-là, ils sont plutôt utilisés pour du labo, hein, à titre informatif. Quand on est en prod, en général, on a plutôt des commutateurs externes, et après on gère les VLAN côté switch. Donc à ce stade, j'ai installé Hyper-V et j'ai créé des cartes réseau pour mes machines virtuelles. Une carte réseau qui donne accès à mon réseau local et une carte réseau qui donne accès que à mes VM et à mon hôte. Ces commutateurs sont appelés WAN et LAN et on va pouvoir continuer maintenant avec la suite du paramétrage d'Hyper-V. Petite chose qu'on peut encore faire qui peut être intéressante, surtout dans un labo, à voir si c'est utile dans votre environnement de production. Je pense qu'en général ça ne l'est pas forcément, vous allez voir. C'est que dans Hyper-V, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle un mode de session étendu. Alors le mode de session étendu, c'est pour que quand on prend le contrôle d'un ordinateur virtuel directement ici en double-cliquant sur une machine virtuelle, on puisse avoir toutes les fonctionnalités comme si on avait pris la main en bureau à distance. D'ailleurs, ça utilise cette technologie-là. Ça permet d'avoir le copier-coller qui est synchronisé, ça permet d'avoir le plein écran, ça permet d'avoir un affichage plus agréable et plus fluide. Par défaut, il est désactivé, donc il faut aller dans paramètres Hyper-V. Et juste ici, dans stratégie de mode de session étendu, par défaut, il n'est pas autorisé. Alors, comme dit, en production, c'est pas forcément nécessaire. On n'est pas obligé, à part au début, pendant l'installation, en général, on ne passe plus par Hyper-V pour se connecter aux machines virtuelles. En labo, par contre, ça peut être pertinent d'avoir cette fonctionnalité-là. Ça permet de rendre plus simple le management de quotidien, surtout pour faire des tests. Donc, moi, je vais l'activer. Pour ceux qui le feraient en labo, pour ceux qui sont en production, à vous de voir si c'est pertinent ou pas dans votre cas. Sachant qu'après, même si vous l'autorisez ici, vous pouvez l'activer ou non par machine, hein, il n'y a pas d'obligation. En sachant que le mode de session étendue demande des droits étendus pour pouvoir se connecter. Par exemple, pour ceux qui auraient des ordinateurs clients après dans Hyper-V, si vous voulez utiliser le mode de session étendue, il faut un compte qui a le droit de se connecter en bureau à distance à la machine cliente ou un compte administrateur. Voilà, à ce stade, du coup, notre serveur Hyper-V est prêt. On va pouvoir créer notre première machine virtuelle, donc on va le faire ensemble. On va simplement créer ensemble une machine virtuelle du début à la fin. Je vais vous présenter les possibilités et les options. Alors on va créer une Windows Server, voilà. On va se dire que c'est un usage assez courant, on installe un Windows Server avec Hyper-V dessus et on fait ensuite des Windows Server invités pour nos différentes fonctionnalités. Donc on va le faire ensemble, on va faire simplement nouveau, ordinateur virtuel ici. Et là on va avoir un assistant qui peut nous aider. Alors je vous conseille de tout de suite faire ne plus afficher cette page, ça vous évitera d'avoir à chaque fois la première page de présentation qui s'affiche. Et ensuite on va pouvoir donner un nom à notre ordinateur virtuel. Bonne pratique, faire correspondre le nom dans Hyper-V au nom DNS que vous donnerez plus tard à votre serveur. Ça permet de plus facilement repérer qui est quoi. Admettons que je prévois de faire un serveur Active Directory, ce qui serait assez courant dans ce type d'infrastructure. Je peux l'appeler tout à fait SRV pour serveur virtuel et AD 01, puisque ce sera mon premier AD au cas où j'en fais plusieurs. Par défaut, il va stocker la machine à l'endroit prévu. Si vous voulez le stocker à un endroit différent, ça peut se passer ici. Quand vous êtes peut-être sur un poste où il y a plusieurs configurations, ça peut se changer. Mais voilà, si on laisse par défaut, ça sera à l'endroit qu'on a prévu. Et ensuite, on va pouvoir spécifier la génération de la machine. Alors, génération 1 ou génération 2, à savoir que, sauf cas spécifique, on est toujours en génération 2 maintenant. En génération 2, on a un microprogramme UEFI, donc ce n'est plus un BIOS mais bien un UEFI. On peut travailler du coup en 64 bits uniquement, c'est pour ça que je dis que c'est sauf cas précis. Et c'est pour toutes les fonctions, pour tous les systèmes d'exploitation modernes. Il n'y a plus vraiment, quasi plus de systèmes d'exploitation qui nécessitent de la génération 1, sauf justement des systèmes d'exploitation 32 bits, ou des systèmes d'exploitation qui ont besoin encore d'un BIOS au lieu d'un UEFI. Donc en général, quand c'est le cas, on vous le spécifiera. On vous dira, il faut créer cette machine en génération 1. Là, on va faire un Windows Server moderne, on peut tout à fait rester en génération 2. Attention, comme c'est écrit ici, et je le précise en même temps, on ne peut pas changer de génération une fois que la VM est créée. C'est à la création de la VM. On verra tous les paramètres sont propres à la génération, c'est pour ça. Ensuite, on va pouvoir spécifier la mémoire qu'on attribue à notre serveur. Alors, la mémoire attribuée au serveur, c'est en fonction, bien évidemment, de ce qu'elle va faire à votre VM. Moi, je suis en labo, je peux laisser 4 Go sur mon Active Directory, 4096. Si vous avez d'autres rôles ou si c'est vraiment juste pour faire un test, vous pouvez mettre moins ou plus. Attention, en fonction des versions d'Hyper-V, la mémoire dynamique est
cochée. Sur les anciennes versions, là je suis sur 2025, mais sur les anciennes versions, elle est cochée par défaut. Elle est cochée avec des paramètres qui sont pas forcément très adaptés, notamment les machines peuvent prendre quasiment toute la mémoire qu'elles veulent. Je vous conseille de toute manière de fonctionner en mémoire fixe si vous n'avez pas de montée en charge qui sont très ponctuelles. Voilà. En général, la mémoire fixe, elle permet vraiment de fixer ce qu'on a besoin pour une VM et c'est plus adapté. La mémoire dynamique, elle va être plus pertinente quand on a des montées en charge très précises sur des VM à des moments précis ou des variations très précises. Donc, ici, pour mon labo 4096 en fixe, ce sera très bien. Et après, on va pouvoir configurer la mise en réseau. C'est là où on va retrouver les switches, les commutateurs virtuels, finalement sur quel switch je me branche, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, sur quel switch je vais brancher le câble virtuel de ma VM pour pouvoir lui donner accès à Internet. Dans un premier temps, moi pour cette machine virtuelle là, puisque j'ai pas encore paramétré de pare-feu ou autre chose, si je veux qu'elle puisse sortir sur internet et notamment par exemple faire ses mises à jour Windows, bah, je vais la connecter sur le WAN. Et je vais faire suivant. Et ensuite on va pouvoir créer un disque dur virtuel, un VHD, ce que je vous disais tout à l'heure, donc un VHDX, donc c'est un disque dur virtuel de taille dynamique, c'est-à-dire qu'il va simplement prendre la place dont il a réellement besoin, ce qu'on appelle du scene provisioning, c'est-à-dire que si j'attribue 127 Go par exemple à mon VHDX, et que à la fin de l'installation je prends que 10 Go, sur mon Hyper-V, il prendra que 10 Go, mais ma machine virtuelle pourra monter jusqu'à 127. Attention, quand on fait du scene provisioning, à ne pas surallouer de place. Si je mets 2 Tera si je mets 2 Tera comme ça à tout le monde de données sur mes VM, il peut y avoir un moment où si à la source je n'ai que 100 Go, bah, je prends trop de place et mon Hyper-V haute plante. Une bonne pratique, quand je sais que je vais pas avoir de grosses évolutions de stockage, c'est de faire l'inverse, c'est de faire du SIC provisioning et à ce moment-là, ne pas faire un disque dynamique, mais plutôt un disque de taille fixe où la place sera déjà attribuée dès le début. Bon, en labo, le disque dur virtuel VHDX, il est vraiment pratique parce que vous savez que vous pouvez ne pas prendre toute la place et c'est quand même bien plus facile du coup de gérer vos stockages. En prod, j'aime bien mettre mes disques d'OS en SIC provisioning et mes disques data en scene provisioning. Donc vraiment spécifier la taille fixe sur mes OS et spécifier la taille dynamique sur mes autres VHD. Attention par contre bien sûr à la surallocation et à faire attention à ce que vous faites quand vous êtes plusieurs à intervenir dessus, à vérifier ce qui a déjà été. Donc ici on va simplement mettre la taille qu'on veut pour notre VHDX. Vous pouvez choisir la place qui est nécessaire. De toute manière, là, c'est le premier disque dur virtuel. Là, on va juste installer un Windows Server dessus pour faire le test. Il n'y a pas besoin de mettre forcément beaucoup de place. Dans un cas comme ça, on va mettre 51 Go, ça fera l'affaire. Alors 51 pour que quand la partition soit créée, on ait quelque chose d'arrondi simplement. Donc ça, on aura une partition de 50 Go une fois qu'elle sera créée. On va faire suivant. Et après, on va pouvoir spécifier depuis quel ISO ou depuis quel source, on va installer notre système d'exploitation. Alors moi j'ai téléchargé un ISO de Windows Server, donc on va faire installer un système d'exploitation à partir d'un CD-ROM de démarrage, et on va aller récupérer ici le fichier image, on va faire parcourir, et moi je l'ai déjà copié ici dans E, ISO, et là j'ai Windows Server 2022 standard. Je vais faire suivant, et terminer. Et là ma machine virtuelle est créée, et elle est prête à démarrer. Attention par contre avant de la démarrer, on va aller personnaliser certaines choses dans sa configuration. Alors ça va se trouver dans le bouton droit paramètres, et juste ici on va avoir un certain nombre d'informations. Alors dans Hyper-V je vous disais on peut faire pas mal de choses, par exemple vous pouvez rajouter des matériels complémentaires ici dans rajouter un matériel, donc les contrôleurs SCSI c'est pour rajouter du stockage, la carte réseau si vous voulez rajouter d'autres cartes réseau que la WAN par exemple, quand on fait des configurations notamment pour les pare-feux virtuels. Donc ça va se passer ici. Comme dans une vraie machine, on peut choisir l'ordre de démarrage. Et comme dans une vraie machine, on peut activer le démarrage sécurisé. Et c'est là où je vous donne une petite astuce, c'est que si vous ne faites pas du démarrage sur un ISO Windows, il faudra ici désactiver le démarrage sécurisé. Si vous démarrez par exemple sur un Linux, vous voyez qu'il est propre ici le démarrage sécurisé à Microsoft Windows. Donc il faudra le décocher. Et pour ceux qui installeraient un Windows 11 en client, je vous donne aussi tout de suite une autre astuce, c'est ici on active la possibilité d'avoir un TPM, donc le module de plateforme sécurisé qui est obligatoire pour installer Windows 11. Si vous voulez que votre VM ait un TPM, donc pour respecter les prérequis Windows 11, il faut cocher cette case. Bon, on est sur un Windows Server, je ne vais pas le faire, mais comme ça vous avez l'astuce. La RAM on l'a vu tout à l'heure, et je vous disais par défaut elle est parfois en mémoire dynamique. Et quand elle est en mémoire dynamique, vous voyez qu'elle est paramétrée comme ça, avec 512 minimal et beaucoup trop en RAM maximale, ce qui peut
malheureusement faire que votre VM prend toute la RAM disponible et fait planter les autres VM. Donc faites attention si vous utilisez la mémoire dynamique à bien la paramétrer ou alors à la désactiver quand vous n'en avez pas besoin. Ensuite ici, en fonction de vos ressources, en fonction de votre version de Windows Server, soit le processeur il reste à 1 par défaut. Donc j'en ai vu beaucoup des Hyper-V avec des machines virtuelles avec un seul cœur virtuel, donc très peu de ressources finalement pour les VM, donc c'est adapté à votre usage réel. Sur les Hyper-V modernes, il prend automatiquement la moitié du nombre de cœurs disponibles, donc c'est pas forcément non plus le plus pertinent. C'est maintenant qu'on va pouvoir le personnaliser, on ne pouvait pas le faire avant. Alors pour un AD comme ça de test où on va juste faire une install, 2 vCPU, donc 2 cœurs virtuels, ça ira très bien. Donc on va mettre 2. Et ici dans le stockage, on va retrouver la partie disque dur et la partie ISO qu'on a déjà fait tout à l'heure, et on a ici la carte réseau. À ce stade, la partie vraiment paramétrage de la machine virtuelle est faite, et on peut encore faire quelques changements sur son comportement, on va dire. Bon, dans la partie gestion, on retrouve le nom, on peut mettre une description s'il y a besoin. On a les services d'intégration qu'on veut, donc par défaut, ils sont déjà cochés. Et là où j'aime bien faire une modification, c'est pareil, c'est en fonction de la version de Windows Server que vous utilisez, il est possible que les points de contrôle automatique soient cochés. Je trouve que les points de contrôle automatiques, donc c'est un point de contrôle qui se fait directement au démarrage, et un point de contrôle c'est une photo, donc une snapshot en anglais, de votre machine virtuelle à l'instant T. Donc c'est très pratique quand on va faire une opération de maintenance pour pouvoir revenir en arrière au cas où ça s'est mal passé par exemple, mais par contre en faire de manière automatisée comme ça va juste potentiellement créer des snapshots imbriqués, donc des points de contrôle imbriqués, voire des soucis au moment où il faut refusionner les disques, parce que quand on supprime un point de contrôle, il faut que le fichier enfant du point de contrôle de votre disque virtuel, donc ce qu'on appelle un AVHD dans Hyper-V, soit réintégré au VHD principal, donc ça va prendre de la ressource, ça va prendre de la place, ça va ralentir, voire planter. Donc c'est vraiment quelque chose en automatique que je n'aime pas parce que ça crée de l'instabilité. Je préfère nettement laisser les points de contrôle activés, mais les gérer moi quand j'en ai besoin. Donc voilà, je vous conseille de décocher cette partie-là. Et c'est ici, on peut décider si la machine virtuelle redémarre si notre Hyper-V a été éteint, ou si elle reprend l'état qu'elle avait au moment où ça a été éteint. Donc si elle était déjà éteinte, elle va rester éteinte. Si elle était allumée, elle va se rallumer. Attention toutefois, quand on a une extinction propre d'un Hyper-V, ça envoie l'ordre d'éteindre les machines virtuelles propres, et donc au redémarrage de l'Hyper-V peut penser qu'elle était éteinte et donc pas redémarrer la VM. Donc si vous voulez être sûr que votre VM démarre à chaque fois que vous redémarrez l'Hyper-V, vous cochez toujours démarrer cet ordinateur virtuel automatiquement. Là vous redémarrez votre serveur, la machine virtuelle redémarre aussi. Et ici, en cas d'arrêt automatique, donc là au cas où justement votre Hyper-V est amené à éteindre et devoir donner un ordre d'extinction, vous pouvez choisir ce qui va demander à la machine virtuelle. Soit passer en état enregistré, c'est-à-dire enregistrer l'état de mémoire et reprendre là où c'était, soit l'éteindre. Donc l'éteindre, ça revient à débrancher le câble, hein, c'est vraiment éteindre, donc c'est vraiment éteindre à l'arrache techniquement, donc c'est pas forcément une bonne idée. Ou on a alors arrêté le système d'exploitation. Là, ça va être demander au système d'exploitation de s'arrêter proprement. Donc ça, c'est la meilleure des options de mon point de vue, parce que la mise en mémoire de l'état de l'ordinateur virtuel, ça n'a pas le temps de se finir, parce qu'il y a une extinction un peu plus rapide que prévu, une coupure de courant, et votre onduleur ne tient pas assez longtemps, par exemple. Vous pouvez avoir la machine virtuelle qui est dans un état inconstant. Au moins, si on a demandé l'extinction propre, on a un redémarrage propre avec ce qu'on a fait juste avant, et on a le serveur qui a redémarré correctement. Attention toutefois, si vous n'avez pas géré, par exemple, l'installation des mises à jour, typiquement, ça peut lancer une installation de mise à jour sur vos serveurs. Donc c'est à gérer dans vos invités que les mises à jour ne se fassent pas sans que vous ayez validé la mise à jour à faire. Donc là on va valider et notre machine virtuelle elle est prête, et on arrive sur la fin de notre vidéo. Je vais juste vous montrer comment on lance finalement la machine virtuelle. Donc on va double-cliquer dessus. Ça va nous ouvrir l'équivalent d'un écran sur lequel on voit ce qui va se passer sur notre machine virtuelle, et on va faire démarrer. Et là on appuie sur une touche pour démarrer sur l'installation de Windows Server, et là on va rentrer dans l'installation de Windows Server que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Voilà, je ferai une vidéo dédiée à ça pour ceux qui ne la feraient pas sous Hyper-V, comme ça vous verrez juste comment on installe un Windows Server. A savoir juste que là sur notre Hyper-V, ce que je peux encore vous présenter, c'est que pour envoyer le CTRL Alt Supr, ça va se passer juste ici, CTRL Alt Supr, voilà, sinon vous faites CTRL Alt Supr sur votre machine principale. On a ces trois boutons là qui peuvent être intéressants, donc éteindre, donc là j'éteins à l'arrache, je coupe ma machine virtuelle de manière brutale, donc c'est le carré blanc, le carré noir,
On a arrêté où je donne un ordre d'extinction propre à ma machine virtuelle et on a enregistré où j'enregistre l'état de mémoire et je reprends là où j'étais. Et on a ici la possibilité de faire un point de contrôle en direct, je vais vous le montrer après encore sur la machine virtuelle. Et ici, après, on peut récupérer le presse-papier si on a besoin, ou faire une capture d'écran de seulement ce qu'il y a dans la VM. Et ça, c'est intéressant pour ceux qui feraient éventuellement un compte-rendu d'installation de ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez faire une capture d'écran et ce sera vraiment juste l'écran de la machine virtuelle qui sera récupéré. Donc voilà. Je vous montre encore quelques infos. Quand on fait un bouton droit sur une machine, on peut faire un point de contrôle juste ici, et un point de contrôle, comment ça va se passer. On va voir ici que j'ai créé un point de contrôle de ma machine virtuelle au 13 avril à 10h13 et on voit qu'il y a l'état actuel et je peux si besoin revenir en arrière en appliquant le point de contrôle. Donc voilà le point de contrôle très pratique quand je fais des tests pour pouvoir revenir en arrière ou quand en production je vais faire une mise à jour ou une manipulation qui pourrait être problématique et me garder une solution de secours pour vite revenir en arrière. Et quand je fais supprimer le point de contrôle, ça va me permettre de refusionner mes disques durs ensemble. Là on voit il y a eu marqué fusion en cours, mes disques ont fusionné ensemble. Donc attention, un point de contrôle c'est juste le temps d'une opération de maintenance, hein. On laisse pas des points de contrôle des mois ou des semaines tourner, il faut se dire que ça va prendre beaucoup de place sur votre disque, ça va réduire la performance et en plus ça peut créer des soucis au moment d'être refusionné. Voilà, donc je vous ai fait une présentation globale d'Hyper-V. Je vous invite à me suivre si vous voulez voir comment dans Hyper-V on installe un Windows Server, un Windows 11 client et une machine Debian 13. Ce sera la suite de cette playlist. Et après, on ira plus loin avec Hyper-V et surtout on montera d'un cran en paramétrant Hyper-V en cluster, c'est-à-dire avoir deux serveurs Hyper-V qui sont capables de se répartir les machines virtuelles et de les basculer automatiquement en cas de coupure d'un des nœuds, donc un des autres Hyper-V. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite de cette nouvelle série dédiée à la virtualisation avec Hyper-V. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt.